Alors, retour sur Terre, et peut-être sur un sujet un peu différent. On va essayer de retrouver la paix et peut-être faire la paix avec soi-même. Christophe, vous avez écrit un livre le jour où j'ai quitté Bill Gates. Vous êtes dirigeant dans la tech depuis plus de 30 ans. Vous avez vu beaucoup de choses, vous avez travaillé sur plusieurs continents, plusieurs révolutions technologiques. Aujourd'hui, vous êtes senior advisor dans une société de capital investissement qui investit dans les entreprises technologiques, président aussi d'une entreprise dans la cybersécurité, Board of Cyber, et bien sûr, vous avez travaillé pendant beaucoup de temps chez Microsoft, y compris comme président de Microsoft France, avant de voir d'autres horizons où les choses sont passées un peu différemment, à la tête des entreprises comme Altran, et je crois que le chapitre sur Altran s'appelle La Chute. Et puis dans une PME, Netgame, et aussi dans le monde politique. Donc, pourquoi ce livre ? Merci Anka, je suis ravi d'être avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors justement, j'étais aussi très ennuyé quand j'ai écouté cette table ronde passionnante en me disant comment on va transitionner vers la... Donc j'ai demandé à ChatGPT et il m'a suggéré, et j'ai trouvé que c'était pas mal, de dire finalement une carrière où on parle d'être propulsé, d'être mis en orbite, parfois satellisé. Et de temps en temps, il y a des retours sur Terre avec la gravité qui sont difficiles. Et c'est l'histoire de ce livre où en fait j'explore la difficulté de se réinventer après avoir travaillé dans une grande entreprise. J'ai moi-même expérimenté cette difficulté, comme tu le disais, Anka, et j'ai surtout observé qu'elle était largement partagée en regardant autour de moi de très nombreuses personnes qui avaient passé 15 ans, 20 ans, 25 ans dans une entreprise et qui devaient se réinventer et qu'ils y étaient très très mal préparés et que ça devient un véritable enjeu de société aujourd'hui parce qu'on vit en bonne santé plus longtemps, qu'on a un vrai choc démographique et que le chômage des seniors, des seniors des plus de 45-50 ans qui quittent les entreprises est un véritable fléau parce que c'est à la fois évidemment des drames personnels mais aussi un manque, une opportunité de mobiliser des compétences pour tout le tissu économique et aussi pour l'équilibre de notre système des retraites qui en a bien besoin. Et donc le sujet du livre, il vise vraiment à alerter les cadres sur le fait d'anticiper ce deuxième acte qui viendra forcément dans leur carrière à un moment donné, parce que ce n'est pas si ça arrivera, mais quand ça arrivera. Et on va revenir là-dessus, mais avant de rentrer dans ce sujet, j'avais une question, parce qu'en lisant votre livre, vous racontez qu'en arrivant chez Microsoft, c'est la première fois que vous utilisez l'email, et surtout pour communiquer à l'intérieur de l'entreprise, donc pas avec l'extérieur. Donc, comme nous sommes au printemps de technologie, c'était quoi l'informatique dans les années 90 en dehors de Microsoft ? Merci Anka de rappeler, tu disais très gentiment tout à l'heure que j'avais 30 ans d'expérience, un petit peu plus, parce que je suis rentré chez Microsoft en 1988. Et je pense que 1988, certains nombre d'entre vous l'ont vécu, si je peux en juger par l'assistance, et c'était l'ère du Minitel. À l'époque, l'ordinateur personnel, c'était un gros machin qui valait 5 mois de SMIC. Aujourd'hui, pour un ordinateur, c'est 0,5 mois de SMIC. Donc on voit bien, c'était un gros machin indépendant sur lequel on pouvait faire des choses qui n'étaient pas du tout connectées. Moi, ce qui m'avait séduit quand je suis rentré chez Microsoft, c'était le côté, c'est une toute petite boîte. Il y avait 2500 personnes dans le monde, 50 en France. C'était de rejoindre une aventure qui visait en fait à mettre un ordinateur dans chaque foyer, sur chaque bureau, avec une vision de long terme. Mais on en était très loin. Et c'est vrai que quand je suis arrivé chez Microsoft, on m'a mis un PC. Ils étaient connectés en interne. Et on m'a dit, ici, on ne fait pas de notes, on fait des mails. Mais c'est quoi le mail ? Et en fait, c'était effectivement, on m'a affublé d'un petit nom. Moi, je m'appelais Christophe Holnet, on m'a appelé Chris A. Et puis Bernard V, qui était le patron, c'était Bernard V. Et puis il y avait Bill G. Et puis tout ce beau monde pouvait communiquer de façon extrêmement fluide. Mais ça donnait un avantage concurrentiel, une rapidité de décision qui était très différenciateur par rapport au reste des entreprises, qui ont mis plus d'une dizaine d'années avant de vraiment mettre en place l'email qui est arrivé dans la deuxième partie des années 90, avec beaucoup de questions. Je me souviens très bien qu'en vendant le bénéfice de la messagerie aux administrations, au secteur public en France, il
il y avait un gros problème qui nous était posé, qui était, mais ce n'est pas possible de mettre ça en place, puisqu'un un employé va pouvoir envoyer un message à la personne de niveau N+2. Il faut changer ça pour que ça ne puisse pas marcher. Donc on voit bien, aujourd'hui ça paraît surréaliste, mais oui, on voit bien à quel point aussi l'Internet et la numérisation a bouleversé l'organisation des entreprises. Donc ce n'était pas la même approche managériale au ministère. Non, pas tout à fait. Que retenez-vous de la période Microsoft ? Ce que j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu la chance d'y rentrer, c'était une sorte de start-up avec une ambiance collective, très jeune, une volonté d'avancer. Et puis quand on est dans une boîte comme ça qui croit fortement, où chaque fin de mois on écarquille les yeux en regardant le chiffre d'affaires qu'on a fait, c'était évidemment, les opportunités sont nombreuses. Donc bien qu'étant jeune, on vous confie beaucoup de responsabilités. J'ai fait le pari d'aller à l'international, j'ai travaillé à Tokyo, puis à Singapour, et on m'a, au début des années 2000, j'ai eu le job de rêve pour moi, entre guillemets, qui consistait à diriger Microsoft en France. C'est ce que j'ai fait pendant 4 ans. Alors c'est sûr qu'entre 88 et 2001, ce n'était pas la même entreprise. Il y avait plus de 1000 personnes en France, elle faisait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. C'était déjà une entreprise très installée, qui soulevait d'ailleurs un certain nombre de questions déjà à l'époque, où on se disait, mais est-ce qu'il n'est pas trop dominant? Alors quand on voit comment les choses ont évolué depuis, et rejoint par toute la corde des GAFAM. Mais donc du coup, en tant que patron de Microsoft en France, je me suis retrouvé exposé à ces questions-là, et je me suis beaucoup impliqué sur les notions de responsabilité sociale d'entreprise. J'ai renforcé les équipes. C'est notamment là que j'ai recruté Théma Saman, qui m'a rejoint comme directrice des affaires publiques et juridiques. François Lemery nous a rejoint à cette époque aussi, d'où la connexion. Mais c'est sûr que c'était pour moi 4 années formidables à la tête de Microsoft France. Donc, c'est un choix un peu insolite parce qu'en général, on aime bien rester là où... Oui, on aime bien rester. Et en fait, ça a surpris tout le monde le jour où, après 17 ans, j'ai décidé, donc 4 ans à la tête de Microsoft France, de partir. Et en fait, on me dit toujours, mais pourquoi tu as voulu partir? Et il y avait une combinaison de facteurs. La première, c'est que la boîte grandissait. J'avais l'impression d'être de plus en plus un porte-parole d'un gros machin plutôt que d'avoir ma propre liberté d'action. Tout simplement parce que quand les entreprises grandissent, elles se globalisent. Il faut qu'elles exécutent globalement. Donc, d'une certaine façon, l'initiative locale, on a beaucoup plus de mal à la pousser. Et puis, j'avais peut-être un petit côté Gen Z avant l'heure qui consistait à dire... ça me déprimait de me dire je vais passer 30 ans dans la même entreprise, la vie est trop courte, j'ai envie de faire d'autres choses. Donc j'ai cédé à des sirènes aussi qui consistaient à reprendre, parce que j'avais envie plutôt, je pourrais dire, d'être capitaine d'un bateau plutôt qu'officier d'un navire, si je puis dire, pour prendre une métaphore. Et là, on m'a proposé de reprendre la direction générale du groupe Altran. Donc j'ai effectivement que j'ai rejoint donc en 2005, et les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu, puisque alors que je devais faire une transition en douceur avec le président fondateur, comme l'entreprise avait connu quelques affres judiciaires, il s'est retrouvé mis en examen par le juge Courroy. 3 semaines après mon arrivée, je me suis retrouvé tout seul à la tête d'une boîte de 16 000 personnes, avec un nouveau conseil d'administration qui s'est avéré hostile. Et je n'ai pas été de taille, et j'ai dû partir au bout de 18 mois, ce qui faisait que la carrière ascensionnelle avait connu une chute brutale. Et je pense que c'est à ce moment-là, il y a une phrase dans votre livre sur le fait qu'à 40 ou 47 ans, on sait ce qu'on ne veut pas faire, mais pas forcément ce qu'on souhaite faire. Donc, la traversée du désert commence pour vous. Oui, en fait, je me suis retrouvé, si vous voulez, quand vous avez bossé pendant 20 ans comme moi, et c'était des jobs très très prenants, et on se retrouve du jour au lendemain sans agenda, sans rien à faire, et je vais faire pleurer personne, j'étais dans de très bonnes conditions financières, donc ce n'était pas ça le sujet, mais j'ai eu à répondre finalement à la question la plus difficile, qui était qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et j'étais un peu sonné, groggy, donc j'ai fait plein d'erreurs, ce que j'explique dans le livre, notamment pour donner des conseils à des gens à qui ça arrive. J'ai notamment fait l'erreur de solliciter mon réseau, qui était assez... j'avais un bon réseau, mais j'avais rien à leur dire de particulier. Donc, résultat, vous demandez des rendez-vous à des gens qui peuvent vous aider, mais si vous allez les voir juste pour raconter vos malheurs, ils vont écouter, tout le monde aime bien écouter, et vous victimisez, vous repartez avec une étiquette de loser. Alors qu'on a tous dans notre réseau des gens qu'on peut actionner, mais il faut venir les voir avec une posture, avec un message, avec quelque chose de précis à leur demander. Donc, j'ai été un peu dans ces affres-là. J'ai fait pas mal de choses diverses. J'ai notamment fait une campagne politique, puisque j'ai des
retrouvé Jean-Christophe Fromentin en dirigeant sa campagne à Neuilly à gagner contre l'UMP de Nicolas Sarkozy. Et je me suis retrouvé avec Jean-Christophe, je raconte ça dans le livre 2 fois, à l'Élysée, convoqué par le président de la République et Claude Guéant. Et c'était assez sportif. Et finalement, bon, après cette aventure politique, j'avais totalement flouté mon CV. Donc j'étais encore moins bankable. Et donc j'ai fait un exercice avec une coach, finalement, qui était une sorte de recherche de ce qu'on appelle l'ikigai, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce point d'équilibre entre ce que l'on aime faire, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on peut être rémunéré et ce qui a un impact positif sur le monde. Et ce qui est à ce point d'équilibre, c'est ce que les Japonais appellent l'ikigai, qui est une sorte d'harmonie. Et cet ikigai, évidemment, il change. Il n'est pas le même à 20, à 30, à 40, à 50 ou à 70 ans. Mais là, j'ai déterminé ce que je pouvais faire. Je ne pouvais pas retourner dans un comex de grand groupe. J'avais totalement flouté mon CV. En France, en plus, quand vous avez eu un échec, donc c'est compliqué. Donc je me suis dit, bon, puis j'en avais pas envie. Je me suis dit, il faut que je reprenne une PME que j'internationalise. Et par un concours de circonstances, c'est ce que j'ai pu faire avec la société NetGem. NetGem qui était une PME qui faisait... Des solutions, des box pour les opérateurs télécoms. Donc ensuite, elle a dû se réinventer aussi un peu plus tard. Comment ? Elle a dû se réinventer. Oui, c'est-à-dire que toutes les entreprises, elles ont à se réinventer, comme les individus. Un des conseils que je donne dans le livre, et je pense de ce point de vue, il y a une partie qui est sur mon expérience, mais j'essaie d'en tirer des leçons qui peuvent être utiles, en disant finalement, quand vous avez à vous réinventer, il faut, ou que vous pensez que vous aurez à le faire, le conseil que je donne aux cadres qui sont dans ces situations-là, c'est de dire attention, formez-vous, ouvrez-vous vers l'extérieur, construisez votre réseau le plus tôt possible parce que le réseau, il est utile plus tard quand on en a besoin, mais on ne le construit pas quand on en a besoin. Il faut se connaître soi-même, ce que je disais avec l'exercice de l'ikigai, comprendre quels sont ses moteurs de motivation et d'avoir finalement cette réflexion sur l'employabilité. Finalement, c'est plus important que l'emploi aujourd'hui parce que le monde des carrières que vous avez pour beaucoup connu, des carrières linéaires, toutes droites, dans une seule entreprise, du début jusqu'à la retraite, c'est terminé. Aujourd'hui, on aura des trajectoires. Et pour passer d'une trajectoire à l'autre, le mot-clé, c'est l'employabilité. C'est-à-dire cette capacité à pouvoir mobiliser ses compétences, son savoir-faire dans des contextes différents, qui vous donne une certaine forme d'agilité. Et donc, c'est ce conseil-là que je donne dans le livre. Et tu faisais référence effectivement à un autre chapitre, je pense, qui est celui de l'entreprise respirante, qui est une réflexion que j'ouvre aussi sur le fait de se dire finalement comment les entreprises vont pouvoir concilier dans le futur le fait de devoir exécuter de façon avec beaucoup de discipline un certain nombre de choses tout en donnant et en laissant de l'empowerment, de la responsabilisation à leurs salariés. Et c'est un vrai challenge et j'esquisse dans le livre quelques pistes pour y arriver. Et comment on arrive, quand il y a autant d'outils d'IA à disposition des employés ? Alors c'est sûr que l'IA aujourd'hui, alors vous en avez parlé depuis hier dans différents contextes, mais l'IA vient percuter complètement le monde du travail. Et donc, notamment sur les entreprises, finalement, c'est de se dire, est-ce que ça va être un outil ? On parlait tout à l'heure, effectivement, de la capacité, là, l'exemple de Singapour avec la personne qui traverse et qui est observée. Finalement, aujourd'hui, dans l'entreprise, avec les réseaux, la connectivité permanente, les outils mobiles, l'intelligence artificielle, on peut capter tout un ensemble de signaux faibles et forts. Donc là, et finalement, les entreprises, comme souvent avec les technologies, vont être devant un choix. Soit on en fait un outil d'asservissement, c'est-à-dire que finalement, c'est l'IA qui décide de tout et les individus sont juste des robots, c'est la tête et les jambes. Ou est-ce qu'au contraire, on a une réflexion un peu plus globale sur la façon dont ça transforme l'organisation et comment on donne plus d'outils aux individus pour être augmentés, être plus efficaces dans leur job. Et aujourd'hui, je trouve que le débat, il est trop manichéen entre l'IA va détruire tous les emplois ou et ça va être la catastrophe. Je pense je ne sais pas quel sera le futur. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça donne un gain de productivité, un gain d'efficacité et que
on peut tout à fait avoir une réflexion un peu plus holistique sur les organisations en se disant, bon, ça permet de supprimer des jobs, mais ça permet peut-être d'en réallouer. Je vais vous donner 2 exemples, les hôpitaux, l'éducation nationale. S'il y avait moins de gens dans les bureaux et plus de gens sur le terrain, ça marcherait quand même pas plus mal. Donc on peut se dire que finalement, à budget équivalent, on serait capable de bâtir une organisation beaucoup plus efficace, mais qui implique évidemment un certain nombre d'avoir plus de profs, d'avoir plus d'infirmiers et peut-être moins de gens à forwarder des emails. Et donc ça veut dire qu'il y a un enjeu justement d'employabilité, d'agilité, de formation professionnelle qui est gigantesque et qu'à mon avis, la société et le monde politique devraient se saisir. Justement, hier, nous avons fait le procès de l'IA, mais d'un autre point de vue plutôt. Est-ce qu'il faut intégrer des règles éthiques dans l'IA? Mais je pense qu'il faudrait qu'on se prépare sur un procès de l'IA. Est-ce qu'il va détruire ou pas des emplois qu'on devrait créer et comment on va se préparer à cela? J'ai d'autres questions aussi, mais je voudrais voir déjà s'il y a des questions dans la salle. OK. Aujourd'hui, chez 72, vous accompagnez beaucoup d'entreprises innovantes. Quels sont les domaines où elles excellent aujourd'hui, surtout les entreprises françaises du secteur technologique? Aujourd'hui, en fait, d'abord, il faut bien dire que les Français, en général, ont nourri pour beaucoup de grands succès dans la Silicon Valley et ont contribué notamment à... Je l'ai vu chez Microsoft, on le voit aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, donc il y a un savoir-faire, il y avait une excellence qu'il faut espérer préserver de notre culture et de notre culture scientifique. Et donc, de ce point de vue, l'énergie, elle existe. Parfois, ce qui manque effectivement, c'est l'entrepreneuriat, mais il existe, et c'est la capacité de financer dans la durée pour créer ces géants. Parce que ce qu'ont fait les Américains avec c'est qu'ils ont une capacité une puissance de feu. C'est l'exemple qui a été cité tout à l'heure avec monsieur là, qui avait vendu son entreprise à des Anglais car il ne trouvait pas, Antoine, qui ne trouvait pas de fonds suffisants. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Mais donc du coup, naturellement, nous, en tant qu'acteurs de l'investissement, on travaille avec des entreprises de taille intermédiaire, des très belles ETI. Mais il y a de très très belles sociétés qui évoluent sur des segments sur lesquels elles évitent la concurrence avec Microsoft, Amazon, Meta ou X, parce que en face, ce dont tel géant, souvent avec des pratiques commerciales qui sont assez prédatrices et qui fait que c'est quand même dur de les concurrencer, même si en Europe, on essaie de se défendre, mais ça reste compliqué. Donc, c'est beaucoup d'entreprises qui sont un petit peu comme NetGem, qui ont des savoir-faire logiciels, dans le domaine de la finance, de la santé, de la cybersécurité aussi, et qui peuvent évoluer et se créer une niche et un très bon business au-dessus de ces grands acteurs d'infrastructures informatiques qui aujourd'hui sont très très difficilement déboulonnables, malheureusement. Et comme Antoine tout à l'heure disait que pourtant la question de financement reste très problématique pour ces entreprises, quelle est la solution? Sur le financement, il y a quand même eu du progrès puisqu'on a une industrie du capital risque, du venture capital qui s'est pas mal développée. Il y a eu beaucoup d'initiatives dans ce domaine au cours des dernières années pour rendre aussi la France plus attractive pour créer des startups. Et il y a un écosystème qui s'est créé. On est arrivé finalement à être le premier pays en Europe, et alors ça alterne de temps en temps avec l'Angleterre, mais on a quand même un certain leadership là-dessus. Mais je pense que moi, je regrette qu'on ne fasse pas suffisamment jouer notre puissance de feu européenne, parce que finalement, et je rejoins un peu ce que Gilles disait tout à l'heure avec cette notion de pouvoir créer des groupes franco-allemands, y compris d'ailleurs déjà au sein de la communauté européenne, on a un marché de 450 millions de consommateurs qui sont éduqués, en bonne santé, qui ont un pouvoir d'achat. C'est un véritable atout. Et donc, être capable solidairement de mettre en place un certain nombre de règles et de définir les règles d'accès et de résister à l'Amérique, on ne peut pas y arriver tout seul en France avec nos petites mains. Par contre, si on s'allie
et qu'on est capable de résister au niveau européen, je ne dis pas que ce sera facile, parce qu'on voit bien que le monde est incroyablement complexifié et que le rapport de force est partout, mais notre salut n'est que dans une plus grande solidarité européenne, à la fois dans la régulation, mais aussi dans le financement, parce qu'on pourrait mobiliser des fonds, et plutôt que de faire du saupoudrage, c'est-à-dire que quand Bruxelles alloue 1 milliard, on redistribue en prorata, qu'on soit capable de courageux, de dire les batteries, on met le paquet, on le fait dans le nord de la France. Les semi-conducteurs, on met le paquet, on le fait en Allemagne, mais ça veut dire qu'on ne le fait pas à Grenoble. Donc c'est très difficile, parce qu'en fait, la souveraineté, si on la joue au niveau européen, ça veut dire qu'il faut faire quelques abandons de souveraineté locale. Et malheureusement, à mon avis, c'est la seule solution, j'en suis convaincu, mais le climat actuel, notamment parce que le monde politique, et Bruxelles n'est pas exempt de tout reproche, mais c'est tellement facile d'accuser l'Europe de tous les maux que finalement c'est devenu une sorte de bouc émissaire, alors que c'est de là que pourrait venir notre salut. Moi, j'en suis convaincu. Donc il faut plus de courage. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question, là, à gauche de la salle. Merci beaucoup pour votre retour. Peut-être si vous étiez aujourd'hui de retour chez Microsoft, qu'est-ce que vous changeriez actuellement? C'est une question. Alors, si j'étais de retour chez Microsoft en France, je ne pourrais pas changer grand-chose, pour être franc, parce que les entreprises américaines se sont énormément centralisées. Moi, je suis rentré chez Microsoft en 1988, on avait notre propre logo. On avait mis un papillon sur le Microsoft. Aujourd'hui, dans une boîte, mais c'est Microsoft, mais chez LVMH, chez L'Oréal, la personne qui a l'idée, avant qu'elle ait l'idée de faire le logo, elle est déjà dehors, parce que c'est un truc qu'on n'y touche pas. Donc c'est juste pour donner, on définissait nos propres politiques commerciales, on en avait au contrat avec les clients. Aujourd'hui, tout ça déboule de façon... donc le patron local, il est plus dans un rôle de porte-parole et dans un rôle de recrutement des bonnes personnes et d'animation. Donc sa capacité à changer les règles, elle est quand même faible. Donc par contre, si j'étais avec plus de pouvoir pouvoir de décision, moi je dirais que j'encouragerais Microsoft à faire ce qu'il a déjà fait, parce que Satya Nadella, et c'est pas facile de résister à l'administration Trump pour les GAFAM, puisque Trump a fait de façon décomplexée de la puissance numérique un outil de domination économique, militaire. Donc, étant là en tant que boîte américaine, c'est pas facile, mais néanmoins, je pense qu'il a été... par exemple, il n'est pas allé à l'intronisation de Trump, c'est le seul dirigeant de la tech qui n'y était pas. Il ne s'est pas aplati de façon indécente comme l'a fait Zuckerberg. Donc je dirais que je l'encouragerais plutôt là-dedans. Et l'autre chose que je ferais, c'est que je pousserais quand même à une décentralisation d'un certain nombre à la fois de data centers, pour répondre à ce qu'ils ont commencé à faire, mais de façon encore plus forte sur les enjeux de souveraineté, parce qu'ils montent énormément chez les clients et donc ils risqueraient de perdre des contrats s'ils ne font pas. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que les entreprises ont un peu de mal à choisir ce qu'elles font. Donc je pense qu'il y a une opportunité pour prendre le leadership là-dessus. Et l'autre élément, on disait tout à l'heure, c'est que l'intelligence artificielle, elle est très très concentrée sur du contenu américain, hispanophone et un peu français. Mais on voit très bien que je pousserais vraiment à ce qu'elle se nourrisse et elle soit capable d'avoir une vision du monde dans son ensemble et pas seulement du monde occidental. Donc, en fait, il y a une sorte de centralisation du pouvoir aussi dans le monde de la tech. Oui, bah, ça mais c'est aussi, il y a deux choses. Je pense que si vous regardez les grandes entreprises globales, je parlais tout à l'heure de la nécessité de les gérer d'un point de vue global. On a besoin, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, ça va tellement vite. Il faut pouvoir capter les signaux faibles aux quatre coins du monde, les remonter, analyser, améliorer, décider rapidement. C'est très très différent de l'époque où moi je suis rentré dans la vie active à la fin des années 80. Dans les entreprises où on écrivait des notes écrites
Il y avait des enveloppes avec des trous qui permettaient de voir s'il y avait dans l'enveloppe une note. Il y avait des bannières in, des bannières out et puis il y avait une personne avec un petit chariot qui se baladait dans les bureaux et qui distribuait les notes. Donc, vous imaginez à quel point on décidait rapidement. Aujourd'hui, vous avez un tweet à l'autre bout du monde et donc le cycle de décision. Donc, ça impose pour les entreprises d'être capables de réagir rapidement aux impulsions. Et donc, pour ça, il faut des organisations militaires. Il faut une discipline d'exécution. On ne peut pas se permettre qu'il y ait quelqu'un qui dit « Ah, ben en Italie, c'est différent parce que si… » Non, ça ne nous intéresse pas. On déroule. Oui, ça fera peut-être un peu de dégâts d'un point de vue micro, mais c'est important d'exécuter et d'être très bon d'un point de vue macro. Donc les entreprises, elles se sont aussi centralisées, en dehors du fait qu'elles veulent faire plus de profit et tout ça, mais aussi parce que la compétition mondiale l'impose. Donc ça veut dire aussi mettre plus de poids sur les dirigeants des entreprises, puisqu'il faut une organisation militaire. Oui, alors c'est là où le leadership joue, parce que finalement, il y a, comme toujours, il y a différentes façons de chefer. Ça ne veut pas forcément du tout dire qu'on doit avoir une organisation verticale. Le leadership inspirant, ça existe. Et donc, c'est là où je pense que les entreprises, elles ont un gros challenge, c'est qu'à la fois, il faut qu'elles aillent très vite, donc il faut qu'elles soient capables de dérouler et d'exécuter des nouvelles politiques très rapidement avec beaucoup de discipline, tout en laissant un petit peu de responsabilisation, pas forcément sur ce qu'on a décidé de faire, mais par exemple sur la façon dont on va le faire, sur le comment, et pour finalement faire respirer un peu l'organisation, sinon on va totalement asservir les individus aux technologies. Je crois qu'il y a le temps pour une dernière question. Une dernière question au milieu. Deux, alors on va faire vite. Pardon. Oui. Alors, qui commence? Allez-y, madame. Oui, alors merci pour votre exposé qui est vraiment très encourageant, très optimiste et qui donne beaucoup d'énergie. C'est une association d'idées que je fais entre ce que vous dites et quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Thierry Breton, un ancien commissaire européen. Je voulais savoir si vous travaillez avec lui, si vous avez des échanges. Alors, Thierry Breton, je l'ai rencontré plusieurs fois lorsqu'il dirigeait Orange, puisque je dirigeais Microsoft à l'époque. Donc, j'ai organisé plusieurs rencontres avec Bill Gates ou Steve Ballmer à l'époque. Donc, je l'ai croisé. Mais c'est plutôt en tant que citoyen que je dirais après, j'ai peut-être une image un peu différente en tant que dirigeant d'entreprise, mais je trouve que ce qu'il a fait en tant que commissaire européen, notamment sur le DSA et le DMA, allait dans le bon sens. Parce que ça visait justement, et c'est pour ça que vous me dites ça, parce que ce que j'ai dit sur la puissance et l'atout que représente le marché européen pour les acteurs américains, le fait de mieux le défendre, à la fois pour donner des opportunités à des entreprises locales, mais aussi pour définir les règles sur notre marché, c'est quelque chose dont il se fait l'avocat très souvent. Et de ce point de vue, oui, je suis 100% d'accord avec lui. Mais malheureusement, je ne l'ai pas rencontré là, dans les 10 dernières années, mais ce sera avec grand plaisir. Surtout qu'il ne peut plus voyager aux États-Unis. Oui, en tant qu'ancien président de Microsoft, je voulais vous poser une question concernant la souveraineté. Vous en avez un tout petit peu parlé. Si je ne m'abuse, je crois que très récemment, la communauté européenne a décidé de rapatrier les données stockées chez Microsoft, si je ne me trompe pas. Je pense dans un souci de souveraineté. Mais vous, en tant qu'ancien président de Microsoft, je ne veux pas vous provoquer, mais vous avez un peu contribué au fait d'une perte de souveraineté de nos pays. Quel est votre point de vue aujourd'hui sur ce point? Merci. Bon, c'est vrai. Pour plaider ma cause, je vous dirais qu'en 1988, quand j'ai dit à mes parents je vais rentrer chez Microsoft, ils m'ont fait répéter 3 fois le mot en me demandant si j'étais pas dingue et que je ferais peut-être mieux d'aller chez Thomson ou chez Orange, enfin ça s'appelait France Télécom à l'époque parce que j'étais ingénieur télécom. Donc c'était plutôt à Paris d'une entreprise dans laquelle je sentais une culture et un appétit et voilà. Donc et après c'est vrai que je me suis posé la question et plus tard quand effectivement j'ai eu à défendre en tant que porte-parole des politiques commerciales qui étaient un peu agressives, on va dire. Ça a été plus difficile et ça a certainement contribué aussi à ma décision à un moment donné de dire bon non, j'ai envie d'être plus moi-même et de diriger moi-même les entreprises. Après, sur le sujet de la souveraineté, je pense que c'est un très bon point.
La réalité, c'est qu'on est dans un monde interdépendant et qu'on ne pourra pas être souverain du sol au plafond, ne serait-ce que parce que vous aurez des microprocesseurs qui sont américains dans la machine. Donc, je crois que pour moi, la bonne définition de la souveraineté, c'est connaître et maîtriser ses dépendances. Donc, j'ai une dépendance, je dois la maîtriser. La maîtriser, ça veut dire que je dois limiter mon risque sur un certain nombre de données sensibles. Donc, des données satellitaires, militaires, etc. Effectivement, il faut les isoler. Et il faut qu'on ait nous-mêmes une industrie du cloud qui soit suffisamment bonne, et ce n'est pas encore le cas malheureusement, parce que quand vous discutez avec un directeur technique dans une start-up, vous lui dites pourquoi tu as mis ça sur Azure ou sur Amazon, pourquoi tu ne le mets pas sur OVH? Il dit parce que, je suis désolé s'il y a des gens d'OVH ici, mais il dit non, parce qu'il n'y a pas du tout la même richesse logicielle. Donc là, il faut qu'on l'ait. Mais ceci étant, oui, c'est sûr qu'il y a une partie des données. Après, tout ne mérite pas forcément d'être protégé sous une cloche. Mais c'est aussi une très belle opportunité pour tout un ensemble d'industries que de faire le pont justement entre ce qui doit être protégé localement, ce qui peut être dans le monde public du cloud. Et d'ailleurs, il y a des très très belles success stories qui sont en train de s'écrire en France autour de ce thème-là. C'est bon. C'est bon. Le timing est fait. Merci beaucoup. Merci et merci beaucoup. Anka, merci beaucoup.